Alors, merci d'avoir accepté de participer. Peut-être d'entrée de jeu, juste vous présenter vos noms, dire où vous enseignez. Comme ça, les gens qui nous écoutent vont vous situer Absolument. aussi. Donc, mon nom est Martin Rodier, j'enseigne les mathématiques en secondaire 2. Donc, au Québec, ça correspond à des élèves qui ont 13 et 14 ans. Mon nom, c'est Geneviève Benoît. J'enseigne également les mathématiques en secondaire 1 et en secondaire 2. Donc, puis on est situé à Gatineau, au Collège Saint-Alexandre. Merci. Je vous avais sollicité parce que ça m'intéressait d'entendre comment l'idée de la classe inversée vous est venue. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment dans votre parcours d'enseignant, de pédagogue, vous vous êtes dit, ah, on va essayer ce mode-là. D'où ça vous est venu? Bien, au départ, c'est venu d'un constat où on se disait on a des élèves qui ont vraiment des besoins qui sont asymétriques. On a des élèves où, bon, lorsqu'on vient d'enseigner, ils n'ont pas tout à fait compris la notion. Donc, pour ces élèves-là, on a besoin de répéter ou de réexpliquer différemment. On a également des élèves pour lesquels les prérequis de la notion qu'on veut enseigner ne sont pas tout à fait solides. Alors, il va falloir vérifier ça auprès d'eux, les accompagner là-dedans. On a aussi des élèves qui ont de la difficulté à maintenir leur attention et pour lesquels il faut constamment intervenir pour qu'ils soient bien attentifs pendant nos explications. On a également des élèves qui sont suivis par notre orthopédagogue, qui ont des plans d'intervention et donc avec lesquels ils ont des besoins particuliers. Et puis, à travers tout ça, on a aussi les élèves qui ont super bien compris la notion qu'on vient d'enseigner et qui ont besoin d'enrichissement. Et donc, nous, on se disait, on est là à l'avant de la classe, essayer de répondre à tous ces besoins-là. Et puis, malgré tous les efforts qu'on mettait et toute notre bonne volonté, on n'y arrivait pas. Et donc, on se disait, c'est le modèle qui ne fonctionne pas et il faut chercher autre chose qui va nous permettre de passer plus de temps avec chacun de nos élèves de façon individuelle. Et c'est donc à travers nos recherches, je ne me souviens plus de quelle façon on est tombé sur la classe inversée, mais c'est sûr que c'était en recherchant des solutions pour qu'on puisse mieux répondre à nos besoins. En fait, à nos besoins, oui, mais surtout aux besoins des élèves, qu'on est tombé là, sur le modèle de la classe inversée. Puis c'est là qu'on s'est dit, c'est extraordinaire, on va avoir du temps enfin pour à passer avec chacun de nos élèves là, pour vraiment les aider au moment où ils ont besoin de nous. Parce que ils ont besoin de nous quand vient le temps de résoudre des problèmes, de faire des activités en mathématiques, lorsque vient le temps d'appliquer les choses, là, et non pas juste au moment de l'enseignement comme tel. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler de la classe inversée, c'est toi qui m'avais parlé de la classe inversée à un moment donné. Ah, je m'en souvenais plus. Ah oui, puis là, je me disais, c'est quoi ça, la classe inversée? Puis tu m'avais expliqué un peu, puis après, on s'est mis à faire de la lecture, puis... Ouais. OK. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de dire, OK, comment je réponds à tous ces besoins-là qui sont aussi différents? Comment est-ce que je peux voir à chacun individuellement alors que c'est un grand groupe qui est devant moi? Oui. Ça répondait à cette question-là. Et je vous demanderais, vous avez débuté comment? Vous vous êtes lancé là-dedans, mais c'est quoi vos premiers pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Nos premiers pas, ça a été de lire des livres qui ont été faits par les précurseurs de la classe inversée. Il y a John Bergman et il y a Aaron Sams. Donc, ils ont produit des livres qui ont aussi été traduits en français. Alors, ça a été notre première étape de lire 3 livres, en fait, qu'ils ont écrits. 2 qui sont plus génériques sur la classe inversée, puis il y en a un également nous qu'on a lu qui est par rapport aux mathématiques, mais en fait, ils ont fait une série de livres par matière. Et donc, déjà là, ça nous a donné une bonne base. Et par la suite, ça a été de faire des recherches dans Internet. On a aussi été à un congrès sur l'utilisation des technologies en salle de classe. Au Québec, ça s'appelle la COPS, dans lequel il y avait plusieurs ateliers sur la classe inversée. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir rencontrer d'autres profs qui font ça, de voir quels sont leurs bons coups, qu'est-ce qu'ils ont dû améliorer. Et puis, ça nous a permis aussi d'expérimenter des outils informatiques pour créer les vidéos, pour faire un suivi auprès des élèves.
Et puis par la suite, ben, ça a été de tester la chose dans le fond, là, donc de pouvoir tester des logiciels, des outils informatiques pour voir lesquels correspondent le mieux à nos besoins. Là. C'est sûr qu'il y en a plusieurs, puis c'est ça, on les a testés. OK. Moi, je te dirais que ça fait 2 ans que j'expérimente un peu en secondaire 1 avec mes élèves de secondaire 1, avec les vidéos. J'en faisais de temps en temps. Je leur donnais une vidéo à regarder à la maison en soirée, puis le lendemain, je faisais des retours là-dessus. C'est sûr que mes vidéos ont beaucoup évolué maintenant suite à ce que j'ai lu dans les livres ou ce qu'on a appris en formation aussi, les différents outils qui sont disponibles pour faire ça. Donc, je peux peut-être parler d'une des choses qu'on a, je ne sais pas si ça s'applique ici, mais sur la longueur des vidéos. C'est important d'être concis. C'est important de raccourcir le plus possible la longueur des vidéos pour bien capter l'intérêt des élèves. Donc, en premier, mes vidéos étaient plutôt longues. Puis là, avec l'expérience puis avec ce que j'ai lu, ben, on a pu travailler là-dessus pour raccourcir la longueur des vidéos. Puis je pense d'ailleurs que c'était notre peut-être première inquiétude où on se dit on passe 40 minutes, 1 heure à expliquer une notion. Et là, comment on va faire pour expliquer ça dans une vidéo qui, en tout cas, ne peut pas trop dépasser les 10 minutes. Là. Nous, à 10 minutes, on commence à s'inquiéter. Je pense que la longueur idéale, c'est 7-8 minutes. Et pour se rendre compte que, on répète beaucoup comme prof, c'est normal. Mais là, avec la vidéo, ils ont le bouton reculer. Donc, on n'a plus besoin de répéter, il faut simplement être clair, il faut être concis. C'est sûr qu'il faut se faire un plan bien détaillé pour s'assurer justement que ça aille directement au but. Mais des fois, il faut retravailler la vidéo. Oui, des fois, il faut le retravailler, c'est certain, surtout au début. Oui. Mais plus l'année avance et plus nos vidéos sont courtes et concises parce que justement, on a appris à aller directement au point et puis surtout juste à ne pas se répéter parce que le bouton reculer est là. Oui, c'est à ça qu'il faut penser. Oui. Il y a 2 choses qui me viennent en vous écoutant. Les outils, d'abord, ça se peut que pas juste moi, mais d'autres qui vous écoutent seraient intéressés de savoir quels outils ça fait « wow » que ça vous a dit « oui, ça, on en a besoin ». Il y en a 2. Je te laisse commencer. Avec PowerPoint, je ne sais pas si à PowerPoint, il y a un ajout que tu peux ajouter peut-être tu peux mieux l'expliquer que moi, qui s'appelle Mix. PowerPoint Mix, c'est ça? Office Mix. Office Mix, qui permet de créer des PowerPoint, puis après ça, enregistrer avec le PowerPoint, puis d'utiliser les animations qu'il y a dans le PowerPoint. Donc, tu peux bâtir pas mal ta vidéo. Puis là, quand tu t'enregistres, tu peux cliquer sur le bouton pour aller à la prochaine animation. Fait que nous, ce qu'on aimait dans cette combinaison-là, c'est que ça nous permettait d'avoir un support visuel. Et ça nous permettait aussi de bâtir le cours avant de l'enregistrer, parce qu'on s'est rendu compte, dans nos toutes premières vidéos, on écrivait beaucoup à la main. C'est sûr que pour faire ça, ça prend un stylet avec une tablette. On utilisait les tablettes bambou pour faire ça. Et on écrivait beaucoup à la main et on s'est rendu compte que ça rallongeait beaucoup les vidéos. Alors, on a préféré aller vers un style qui est plus écrit à l'avance et on peut annoter, encercler des choses à la main. Donc, PowerPoint, on peut utiliser toutes les fonctionnalités de PowerPoint. Et donc, on peut enregistrer. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on met une vidéo de nous-mêmes qui explique la chose en vignette, donc en bas à droite. Donc, il y a quand même le lien affectif avec nous parce que ça fait partie des choses qu'on lisait dans les livres et aussi dans nos formations. On nous disait, le lien affectif avec l'élève est super important. Et si vous êtes vous-même physiquement dans la vidéo, les élèves vont mieux apprendre juste parce que vous êtes là. Ils ne vont pas juste vous entendre, ils vous voient également. Donc, c'est ce qu'on appréciait. Et puis, ce qu'on appréciait aussi, c'est qu'on peut enregistrer la vidéo d'un coup. Donc, par exemple, faire une vidéo de 8 minutes. Mais PowerPoint, dans sa façon de faire la vidéo, c'est qu'il la sépare en petites vidéos pour chaque diapositive. Ça fait en sorte que si on a besoin de reprendre une diapositive, ou on pense à long terme, là, si l'an prochain, on aimerait morceler une vidéo ou juste refaire une partie,
On n'a pas besoin de refaire toute la vidéo au complet ou faire de l'édition d'images un peu compliquée, là, de 2 minutes à 2 minutes 50, je dois couper. Je peux simplement reprendre la vidéo de la diapositive et puis refaire la vidéo. Fait que ça, c'est effectivement, en tout cas, pour nous, en ce moment, ça répond beaucoup à nos besoins. Il y a aussi l'outil Screencast-O-Matic qu'on peut retrouver directement sur le site du logiciel screencast-o-matic.com. Et cet outil-là, en fait, il fait une prise d'écran de l'ordinateur dans laquelle on peut aussi être en vignette. Alors, si on veut faire quelque chose qui n'est pas dans PowerPoint, si par exemple je veux faire une animation sur un logiciel, je veux travailler en fait avec un autre logiciel que PowerPoint, bien à ce moment-là, on va se diriger vers Screencast-O-Matic. Oui, il y a une version gratuite pour ça. Oui, c'est ça, il y a une version gratuite. Qui est facile à utiliser également. Oui. Donc ça, c'était notre premier outil pour faire les vidéos. Et puis, ben, la deuxième partie, c'était comment rendre les vidéos disponibles aux élèves. Et pour ça, ben, pour nous, c'est important d'avoir un suivi puis de pouvoir vraiment vérifier si les élèves l'ont vu. C'est sûr que si on met la vidéo sur YouTube, ben, c'est un médium qui est facilement accessible. On sait que les jeunes y ont accès, mais nous, on n'a pas de statistiques à savoir est-ce que l'élève l'a vraiment regardé. Et bon, à travers nos recherches, on s'est tourné vers Edpuzzle, qui est malheureusement juste en anglais, mais l'interface est quand même très facile à suivre. Et ce qui se passe sur Edpuzzle, c'est que les élèves ont tout d'abord chacun leur propre compte. Donc, on peut vraiment voir à quelle heure ils ont regardé la vidéo, s'ils l'ont regardé au complet. On peut même voir quelle section du vidéo ils ont regardé. S'ils ont reculé, on peut voir également à quelle section de la vidéo ils ont reculé. Donc, autrement dit, on est capable de voir quelle section de notre vidéo était peut-être un petit peu moins bien comprise. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut arrêter la vidéo pour poser des questions à l'élève. On pourrait également ajouter une vidéo que nous, on n'a pas fait, mais ajouter un commentaire audio ou ajouter un commentaire vidéo que nous faisons. Donc, il y a moyen d'arrêter la vidéo à différents moments pour poser des questions et on a accès aux statistiques après. Donc, on est capable de voir si les élèves ont bien compris la vidéo parce qu'on a posé des questions par rapport à ça. Ça fait en sorte que le lendemain, ou du moins le cours qui suit la vidéo, bien, on le sait déjà qui l'a regardé, qui ne l'a pas regardé, on sait déjà qui semble avoir bien compris parce qu'ils ont bien répondu aux questions. Et on a également la possibilité de poser des questions ouvertes. Donc, par exemple, ça pourrait être, est-ce que vous avez des questions suite au visionnement de la vidéo? Et donc, au début du cours, ben, on a déjà une idée des questions là, qu'ils ont pu avoir en regardant la vidéo. Donc ça, pour nous, Edpuzzle, ça a été une belle découverte, puis on est super contents parce qu'on est capable d'avoir un bon suivi là, de nos élèves. Là. Parce que c'est certain que s'ils ne regardent pas la vidéo, le cours qui suit, ils ne peuvent pas suivre. Et ça, le point d'honneur qu'on se fait, c'est de ne pas faire de cours magistral pour expliquer ce qui était dans la vidéo. Oui. Ils l'ont bien compris, donc c'est important qu'ils écoutent la vidéo. Oui. Puis il y a aussi une fonction dans Edpuzzle où les élèves ne peuvent pas avancer dans la vidéo s'ils n'ont pas... donc, ils ne peuvent pas juste décider, moi, je vais sauter une partie, je vais aller directement à la fin. Donc, ils ne peuvent pas avancer, à moins d'avoir reculé. Et là, ils peuvent revenir où ils étaient rendus. Mais la première fois qu'ils l'écoutent, là, ils ne peuvent pas avancer. Puis, il y avait d'autres choses que je voulais dire. Donc, ça, c'est une fonction qu'on peut... Ah, puis s'ils changent d'écran aussi sur leur ordinateur, disons qu'ils ouvrent quelque chose d'autre, bien, la vidéo, elle arrête automatiquement. Donc, s'ils vont à un autre onglet sur Internet ou quelque chose comme ça, ils ne peuvent pas juste laisser jouer la vidéo. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Merci beaucoup. C'est vraiment fascinant de vous écouter. Ça éveille toutes sortes d'idées. Génial. Ça m'amène aussi à la troisième question, parce que tantôt vous disiez, bon, il y avait les outils, puis on a aussi retravaillé certaines manières là, de monter nos vidéos. Puis ma question c'était, mais qu'est-ce que vous avez appris et modifié? Donc, quand vous avez retravaillé, j'ai entendu des choses comme, mais quand on s'aperçoit que les élèves reculent
dans les statistiques reculent à cette étape-là de la vidéo, ça nous donne tout de suite une idée Mhm. de qu'est-ce qui a été plus difficile. Et quoi d'autre que vous vous êtes vu retravailler, puis qu'est-ce que le fait d'enregistrer vous a permis de faire dans ce retravail-là? Ben, je pense que, et ça c'est super intéressant, c'est que ça nous a amené nous-mêmes à nous questionner, dans le fond, sur notre enseignement, parce qu'il faut tellement être concis, il faut tellement être précis dans notre vidéo, que ça nous a amené à nous re-questionner sur nos façons de faire, sur nos façons d'enseigner. Oui, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que la classe inversée, c'est aussi un fabuleux outil de développement professionnel pour nous. Et c'est sûr que ça nous oblige aussi à planifier nos cours de façon différente parce que tout le temps qu'on passait à enseigner, ben maintenant, ce temps-là est là pour les élèves, donc pour travailler, pour mettre en pratique. Donc, ça nous a amené à vraiment nous poser plein de belles questions sur comment structurer nos cours et comment structurer aussi notre enseignement à travers les vidéos. Et aussi, en fait, c'est pas tellement dans la façon de faire la vidéo, mais tout dernièrement, d'ailleurs, on se questionnait sur le niveau de compréhension des élèves suite au visionnement de la vidéo, parce qu'on s'est vite rendu compte, c'est pas parce qu'un élève regarde une vidéo qu'il a bien assimilé toutes les matières, toutes les notions qu'il y avait dans cette vidéo-là. Et en début d'année, on a quand même passé du temps auprès des élèves pour leur expliquer comment ils devaient regarder une vidéo. C'est pas la même chose que regarder une vidéo sur YouTube. Ça a été le premier exemple qu'on leur a donné. On les a invités à être très actifs là-dedans. C'est sûr que nous, en posant des questions dans Edpuzzle, on les aide dans ce sens-là. Mais on les incitait tout d'abord à choisir un environnement qui est le plus calme possible. On ne veut pas regarder la vidéo avec la télé en arrière-plan ou la radio ou juste dans une salle où les membres de la famille sont en train de parler. Il y a de la visite dans le salon et puis je suis dans le salon en train de regarder la vidéo. C'est certain que ça ne fonctionne pas. Et on les incitait aussi à prendre des notes personnelles pendant le visionnement de la vidéo. Je dis incitait parce qu'on ne le rendait pas obligatoire. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les élèves qui prenaient des notes arrivaient en classe tellement mieux préparés, ils avaient tellement bien assimilé la matière, contrairement aux autres qui avaient écouté la vidéo parce qu'on le savait qu'ils l'avaient regardée à travers Edpuzzle. De sorte que là, maintenant, on rend la prise de notes obligatoire et ça fait toute la différence en salle de classe. Ils arrivent tellement bien préparés. Et puis les petites questions aussi qu'ils ont pendant le visionnement de la vidéo, juste les obliger à prendre des notes, ben ça fait en sorte qu'ils prennent en note leurs questions, donc ils s'en souviennent pour le cours suivant. Alors les échanges qu'on a avec nos élèves sont beaucoup plus intéressants là, parce que justement ils ont vraiment là, bien intégré là, tout ce qu'il y avait là, dans la vidéo. Puis, autre chose aussi, c'est que quand on faisait notre enseignement magistral, ben c'est sûr, on est dans un paradigme d'enseignement, donc tout était centré sur l'enseignement. Et là, maintenant, comme on est dans la classe inversée, on se rend compte que c'est sûr que les notions mathématiques, les compétences mathématiques, c'est sûr qu'elles sont au cœur de ce qu'on fait, mais on se rend compte qu'on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle au Québec les compétences transversales. Donc, soudainement, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre les élèves plus autonomes dans leur apprentissage. On se rend compte aussi que nos élèves ont un peu de difficulté à travailler en équipe, parce que le travail d'équipe a beaucoup d'importance dans la classe inversée. Des fois, il y en a qui sont en équipe, mais travaillent seuls dans leur équipe, et il y en a d'autres qui voient pas tout l'avantage qu'ils ont là, de tirer profit des expériences et des compétences des autres pour les aider. Donc, soudainement, on s'intéresse davantage à ça juste parce qu'on a fait la classe inversée. Oui. Puis ça, je trouve ça super intéressant là, de les amener à travailler ça. Puis, nous, de notre côté, là, de pouvoir... Comment on peut faire ça. Puis... Voilà. Mm-hmm. Je suis sans mots parce que je trouve ça extrêmement intéressant, vos commentaires. Alors, je suis à me dire « wow » à chaque fois. Mais c'est tout à fait juste, là.
vraiment, vraiment des témoignages où on sent l'engagement, puis on sent aussi cette ouverture-là à s'interroger. Les élèves apprennent à s'interroger, travaillent sur d'autres aspects aussi de leurs compétences qui ne sont pas seulement des compétences liées à des savoirs spécifiques, mais aussi des compétences liées à savoir apprendre à apprendre. Donc, c'est vraiment, vraiment fascinant de vous écouter. Avez-vous des certitudes maintenant, des sortes de convictions que vous n'aviez pas avant ou peut-être, je pourrais poser la question à l'envers, avez-vous perdu certaines certitudes? Vous vous êtes dit, ah, je pensais que ça, oui, mais je m'aperçois maintenant que cette approche-là, cette manière-là de faire, je ne sais pas. Donc, est-ce que vous avez construit de nouvelles certitudes ou laissé tomber de vieilles certitudes? Ben, c'est sûr que la première certitude, c'est qu'on ne retournerait plus en arrière. C'est sûr que nous, comme profs, on va continuer à évoluer dans quelques années. La façon qu'on va enseigner, c'est certain que ça va être différent juste parce qu'on va avoir évolué, mais je pense que la classe inversée, elle est là pour rester. Elle répond vraiment aux besoins. Elle répond vraiment à nos besoins. Moi, je pense que ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai l'impression que lorsque j'étais à l'avant enseigné, j'étais dans... Je pensais que j'étais en contrôle, en fait, et que, bon, parce que j'expliquais, et parce que j'avais répété, et parce que j'avais réexpliqué peut-être une troisième fois, ben, je me disais, dans le fond, les élèves ont compris, et le fait de le répéter ou de le réexpliquer différemment, c'est sûr que les élèves qui ont de la difficulté vont avoir compris, et finalement, je me rends compte que toute cette espèce de contrôle que je pensais avoir, dans le fond, je ne l'ai pas. Et là, c'est vraiment le fun de pouvoir se promener puis de pouvoir aider chacun des élèves. Et des fois, surtout au début, j'avais tendance à peut-être vouloir faire un cours magistral parce que je voyais qu'il y avait des élèves qui avaient mal compris. Pour finalement me rendre compte, ben non, c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est d'aller les aider un par un lorsqu'ils sentent qu'ils ont besoin de moi. Puis c'est peut-être ça aussi, hein, c'est le... Ou des regrouper peut-être 3-4 élèves ensemble pour leur expliquer quelque chose. Et non leur expliquer à toute la classe. Oui. Il y a peut-être le concept de juste à temps qui rentre là-dedans, où dans le fond, ils ont eu la notion, mais ils ont besoin de se la faire réexpliquer, pas au début du cours, mais juste au moment où là, il y a une question là-dessus, et c'est là qu'ils ont besoin de nous. Là. Oui, c'est ça, ils sont plus attentifs à ce moment-là, puis c'est quand eux autres, ils en ont besoin. C'est ça. Puis ils vont mieux comprendre, assimiler la matière à ce moment-là. C'est peut-être une certitude de notre formation, disons, quand on est sorti de la formation, l'enseignement, c'était un prof en avant qui enseigne. Puis là, on voit vraiment que c'est pas ça l'enseignement. Là. Il n'y a pas besoin d'avoir un enseignant en avant qui enseigne pour que les élèves apprennent. Parce que c'est sûr que notre rôle a changé. Hein. On est rendu plus un accompagnateur des élèves dans leur cheminement, plutôt que simplement un transmetteur de connaissances. Là. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Merci. Je continue à être très, très touchée par ce que vous dites parce que vous êtes dedans, vous le faites pour vrai. Dans mon métier, je propose que ce soit ça qu'on fasse. Et je trouve ça vraiment fascinant de vous entendre. Qu'est-ce que vos élèves vous disent quand ils arrivent dans votre classe, peut-être au début, puis même plus tard, par la suite, là, ils réagissent comment? Ils composent comment avec ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, c'est sûr qu'au départ, c'était très nouveau pour la majorité d'entre eux. Il y avait quand même Geneviève qui en avait fait un peu dans ses classes. Mais ils aiment beaucoup ça. Et ce qu'on s'est rendu compte en leur posant des questions, ils préfèrent énormément regarder une vidéo le soir plutôt que de faire les exercices des problèmes. Parce que lorsqu'ils le font en salle de classe, on est là pour les aider et leurs collègues sont là aussi. Je le disais tantôt, le travail d'équipe est super important. Donc, on les fait beaucoup travailler en équipe pour qu'ils puissent s'entraider. Je pense d'ailleurs que ça faisait aussi partie de nos questionnements où
Combien de fois on a des élèves qui arrivaient le lendemain et qui nous disaient ben, monsieur, telle question, j'ai pas compris, je sais pas quoi faire. Il y avait comme rien fait. Puis là, on était obligé de... Là, on peut les aider au moment où ils ont de la difficulté, puis ils disent je sais pas quoi faire avec ce numéro-là. Donc, on est là pour poser des questions, pour l'amener à trouver la solution ou l'amener à se questionner par rapport à poser les bonnes questions, que l'élève réfléchisse à la solution. Donc, il y a tout cet aspect-là où on est avec eux au moment où ils ont le plus besoin de nous, dans le fond. C'est-à-dire, on est là, oui, pour la vidéo, mais lorsqu'ils ont des questions, oui, ça peut arriver pendant l'enseignement, mais c'est généralement lorsque vient le temps de mettre ça en pratique. Et c'est là qu'on est là. Donc ça, il l'apprécie beaucoup. Comme moi, en c'est des vidéos peut-être un soir sur 2. Puis les élèves, souvent, rentrent en classe et regardent le plan de cours pour savoir c'est quoi leur devoir. « Ah, c'est une vidéo ce soir. » Ils sont contents quand c'est des vidéos versus des exercices. Donc, ça leur fait plaisir. Ouais. Donc oui, c'est très, très, très apprécié des élèves et puis et des parents aussi. On a eu quand même... Beaucoup de commentaires positifs de la part des parents parce que ça permet aussi aux parents d'écouter la vidéo avec l'enfant. Souvent, je sais qu'il y en a certains parents qui font ça. Donc, à ce moment-là, ils peuvent en discuter avec leur enfant puis voir comment l'enseignant explique les choses ou comment aider leur enfant par la suite à réviser pour un examen. Tout à fait. Et puis c'est vrai, on parle d'examen, mais ce que les élèves apprécient aussi, c'est que lorsqu'arrive une évaluation, bien, ils peuvent réécouter une vidéo ou juste une partie d'une vidéo. Donc le prof est là en tout temps au moment où ils en ont besoin, dans le fond. Donc ça, ils apprécient ça. Et on parlait justement d'Edpuzzle où on peut empêcher l'élève d'avancer dans la vidéo, mais une fois qu'il a regardé la vidéo, il peut y retourner puis aller vraiment à la minute, juste à la notion qu'il veut regarder. Donc, c'est ça. Donc, autrement dit, à la fin de l'année, toutes les vidéos qu'on a mises depuis le début de l'année vont être disponibles dans Edpuzzle et ils vont pouvoir aller piger les vidéos qu'ils veulent aller regarder à nouveau. À travers tout ça, ben, ils ont aussi les notes personnelles qu'ils ont prises en regardant les vidéos. Et nous, on leur fournit également des notes complètes de chacun des chapitres. Donc, ça leur fait quand même pas mal de matériel là, pour bien réviser là, les notions. Et sur notre site, on met également le corrigé avec les démarches des exercices qu'on fait avec eux en salle de classe. Et d'ailleurs, en salle de classe, les élèves ils ont toujours les corrigés aussi là, des exercices avec les démarches, de sorte qu'ils puissent quand même se valider par eux-mêmes. Mais c'est sûr qu'on se fait un devoir là, de circuler, de répondre aux questions et de vérifier la démarche de chacun, parce que des fois, ils n'ont pas de questions, mais il y a peut-être quelque chose de fautif juste dans leur communication, là, dans la façon d'écrire leur solution. Ça, d'ailleurs, moi, c'est ce que je trouve le plus gratifiant, c'est lorsqu'arrive un examen et que je peux vraiment dire, j'ai passé élève par élève, j'ai vraiment regardé pour chacun d'eux qu'est-ce qu'il y avait amélioré, si c'était bon ou pas. Autant au niveau du contenu disciplinaire qu'au niveau de la démarche, de la communication écrite, c'est important pour nous là, de les amener à bien structurer leur pensée sur papier, de sorte qu'on puisse bien suivre leur démarche, bien suivre leur raisonnement. Et puis, soudainement, cette année, on a plus de temps pour le faire vraiment de façon individuelle. Aujourd'hui, je leur faisais faire une démonstration géométrique, puis j'ai vraiment eu le temps de les passer un par un pour leur dire il y a telle petite chose que je corrigerais de telle façon, pour un autre, c'est un calcul qui était mal fait. Donc ça, pour nous, c'est super gratifiant. Là. Je me demandais en vous écoutant, est-ce que ça arrive qu'il y en a même parmi vos élèves qui, de ce qu'ils apprennent sur le savoir apprendre, ils se voient en train d'utiliser dans d'autres matières que les mathématiques? Est-ce que vous avez déjà entendu des commentaires qui disent « ça m'a aidé en géographie ou en sciences parce que je me suis rendu compte que je me posais jamais telle question, là maintenant... Je sais. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Non. Toi, non plus? Non.
J'imagine que ça va arriver à un moment donné. ou que c'est déjà arrivé, mais qu'ils n'en Oui, parlent oui. pas parce qu'ils sont plus dans la démarche immédiate. Ça se peut. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des transferts qui se fassent quasiment de façon spontanée. Parce que très, très souvent, les études le montrent tout le temps, la difficulté est très souvent liée à « j'ai pas vraiment compris la question, j'ai raté des éléments là-dedans » ou encore dans la démarche, il y a des morceaux de cette démarche-là que j'ai pas saisis puis je l'applique mécaniquement, mais je me trompe parce que justement dans cette mécanique-là, n'ayant pas compris, je peux pas suivre la logique. Super. Ben, un dernier ensemble d'interrogations que j'aurais, c'est au regard de « et maintenant ». Vous êtes rendu où? Est-ce qu'il y a encore des questions, des précisions que vous vous dites « Ah, il faut qu'on réfléchisse à ça davantage. » Je ne sais pas. Est-ce qu'il vous reste quelque chose? Ben, nos questions sont beaucoup, en fait, en lien avec l'amélioration de notre modèle. On cherche toujours des meilleures façons de faire. Je pense qu'au niveau de la vidéo, hein, on a pris notre vitesse de croisière. Je pense que ça va bien. On se questionne beaucoup sur le contenu, en fait, le contenu, le temps en salle de classe. Alors, l'optimiser, puis comment éviter que ça devienne routinier ou que ce soit toujours des exercices. Donc, on cherche d'autres choses à faire. Puis on parlait tantôt du travail en équipe, la collaboration, la coopération. On se questionne sur comment on peut aider les élèves là-dedans. C'est sûr que nous, on a une part de responsabilité là-dedans. Comment on peut mieux structurer nos activités pour les amener à développer ces compétences-là et comment aussi on peut aider les élèves là-dedans. Aussi, comment rendre... comment, dans le fond, développer davantage notre côté créatif là, pour les amener dans différents domaines, changer justement la routine. On parlait un peu de la ludification. En anglais, ils parlent de la gamification. Donc, ça pourrait être certainement une alternative, du moins un modèle qu'on pourrait essayer. Et aussi, en mathématiques, on peut facilement tomber dans des questions qui sont très théoriques. Comment rendre... Parce que là, maintenant, on a du temps. Là, donc, comment utiliser soit des projets ou des exemples qui sont très concrets là, de la vie... donc, la vie, là... pour rendre la chose, puis rendre ça plus concret pour les élèves qui accrochent plus à quelque chose. Comment faire en sorte que la fameuse question... à quoi ça sert, se répondre par elle-même parce qu'ils le vivent au quotidien, dans le fond. Tu sais, c'est ça notre questionnement. Donc, en ce moment, on essaie de voir comment on peut s'améliorer en salle de classe par rapport à ça. Puis c'est sûr aussi d'accompagner encore davantage les élèves dans leur autonomie. De sorte qu'on soit là, c'est sûr qu'on est toujours là pour les accompagner, mais je pense que les élèves sont tellement habitués d'avoir le prof qui est à l'avant, qui lui transmet les notions. Quand j'ai une question, je lève la main, le prof va répondre. Et là, ce qu'on aimerait, c'est finalement qu'ils puissent par eux-mêmes, s'ils ont une question, de connaissances, quelque chose qui est déjà dans leurs notes, qui est déjà dans une vidéo, qui puissent par eux-mêmes aller chercher les choses, de sorte que nous, on soit là pour les aider lorsqu'il y a vraiment un problème de compréhension, lorsqu'il y a un problème, par exemple, de stratégie, une mauvaise stratégie qui est utilisée. Donc ça, pour nous, c'est aussi important là, de les amener à être autonomes. Puis c'est sûr que cette année, on passe beaucoup de temps à développer des vidéos, mais on se dit ultimement, on va avoir une belle banque de vidéos. Alors, on peut juste s'imaginer un élève à la fin de l'année qui se dit, il y a telle notion qu'on avait vue au mois d'octobre dont je me souviens plus trop que j'en aurais besoin. Si on amène l'élève par lui-même à se dire, je vais aller revisionner cette vidéo-là pour réviser cette notion-là, pour par la suite continuer le problème dans lequel je travaille, je pense qu'on va être gagnant et l'élève aussi, parce que c'est sûr que quand c'est lui-même qui va chercher les renseignements, il s'en souvient bien plus que quand c'est nous qui lui transmettons.
est-ce que vos collègues enseignants vous posent des questions? Est-ce qu'ils sont curieux de ce qui se passe dans vos groupes classes? Oui, ils nous posent Ouais. des questions, ça les intéresse. Et il y en a que ça les intéresse parce qu'ils aimeraient inverser leur classe au complet, mais il y en a aussi qui me disent, par exemple, des profs de français qui me disent, ben, la grammaire qu'ils ont vue en première secondaire, ils en oublient rendus en deuxième secondaire. J'aimerais ça faire des petites capsules vidéo qu'ils pourraient regarder. Donc souvent, c'est ça, c'est des petites notions à réviser de choses qui ont déjà été vues et puis qui se disent, mais ça serait génial si je pouvais faire des petites capsules comme ça pour les aider. Moi, j'ai parlé à un prof d'édu aussi qui est ici, puis lui, il aimerait ça pour les règlements d'un jeu ou pour montrer des techniques. Bien, les élèves pourraient regarder ça à la maison. Puis en salle de classe, bien, dans les gymnases, c'est vraiment profiter de l'heure au complet pour faire de l'activité physique. Ouais. Donc, il était vraiment intéressé à monter des capsules pour ce qui est plus théorique. Ouais. Oui, donc oui. en éducation physique, mais aussi en français, des Oui. capsules qui sont de bons aides-mémoire ou encore Oui, de l'information qu'il n'y a pas besoin, que le professeur n'a pas besoin d'être là pour... de donner oui, ou de rappeler parce Mhm. que les élèves y ont tous accès. oui, Ouais. tout à fait. Mm. Oui, Parce donc que je je pense pense- que ça commence. Là, les Ouais. gens, Parce oui. que c'est ça, tout contenu théorique, dans le fond, peut être mis dans une capsule vidéo. Oui. Donc, peu importe la matière, il y a possibilité de le faire. Et puis, nous, on s'est même risqué, je dirais, à faire une vidéo de modelage pour une démonstration géométrique. On se disait, mais ça serait intéressant si les élèves pouvaient faire cette démonstration-là avec nous dans la vidéo, où ils ont la possibilité de faire pause, de reculer, de vraiment y aller à leur propre rythme, plutôt que ce soit nous qui le fassent à l'avant. Et bon, c'est sûr qu'on suit les élèves, mais on sait qu'il y en a qui sont plus rapides, qui sont obligés d'attendre. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus lents. Donc, on a testé ça, de le faire via une vidéo, puis ça s'est super bien passé. Et ça fait en sorte qu'au cours suivant, tous les élèves en avaient déjà fait une. Donc, à ce moment-là, on pouvait déjà les mettre en pratique avec d'autres. Et là, nous circuler puis les aider individuellement. Mais il y avait déjà une première expérience qui avait été vécue via une vidéo. OK, donc dépasser même la notion de OK, voici les informations théoriques. Là, on le vit ensemble, Oui. vous pouvez le vivre à votre rythme, revenir en arrière, reprendre. Donc, on arrive en classe dans l'assurance qu'on a déjà une rétroaction de ce que ça devra être. Absolument. On avance beaucoup mieux. Ouais. Je vous remercie Merci beaucoup. infiniment d'avoir accepté. C'est très, 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 très riche. Merci beaucoup. Merci à Geneviève vous. et Merci. Martin. Merci.